Bonjour la famille, et bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. L'odeur des œufs au plat et des tomates emplissait la petite cuisine tandis que Ruth retournait une dernière crêpe sur une assiette bleue ébréchée. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 6h27. Cindy, appelatait-elle en s'essuyant les mains sur un tablier délavé. Tu vas encore être en retard à l'école. Cindy arriva en traînant des pieds, groggy, encore en pyjama, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Y a-t-il du sirop aujourd'hui, marmonna-t-elle. Ruth sourit faiblement. Seulement si tu me fais d'abord un câlin. Elles partagèrent une étreinte rapide et chaleureuse, le genre d'étreinte qui faisait de leurs deux pièces un palais. Mais au moment où Ruth s'asseyait à côté de sa fille, un coup sec retentit à la porte. Pas une fois, pas deux. Un coup dur, officiel, qui chassa la chaleur de la pièce. Le sourire de Ruth s'effaça. Reste ici, murmura-t-elle, le cœur battant déjà la chamade. Elle ouvrit la porte et découvrit 3 officiers en uniforme. Ruth Adams, demanda l'un d'eux froidement. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité de vol. La fourchette de Cindy tomba bruyamment sur le sol. Quoi, cria-t-elle en courant vers la porte. Mais l'un des officiers la retint, doucement mais fermement. Madame, vous avez le droit de garder le silence, récita l'officier tandis qu'il retournait Ruth et lui passait les menottes. Maman, hurla Cindy, s'agrippant au tablier de sa mère. Les yeux de Ruth s'emplirent de larmes, mais elle garda une voix calme. Tout va bien, ma chérie. Tout ira bien. Elle se tourna vers l'officier principal, la voix tremblante. C'est une erreur. Je n'ai rien fait. S'il vous plaît, laissez-moi au moins me changer. Ma fille est là. Mais ils ne la laissèrent pas faire. Elle a été escortée dehors pieds nus, portant toujours sa robe d'intérieur. Les voisins regardaient à travers leurs fenêtres alors que la portière de la voiture de police claquait. Cindy fut laissée derrière, les joues striées de larmes, debout seule sur le seuil, sa petite silhouette comme écrasée par le silence qui suivit. Pauline, la gentille voisine d'à accent grave côté, se précipita et passa un bras autour d'elle. Nous allons tirer ça au clair, murmura-t-elle, même si la vérité était que personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Ruth était assise, recroquevillée dans un coin de la cellule de garde à vue, les genoux remontés contre sa poitrine, le regard vide. Les autres femmes, certaines endurcies, d'autres confuses, l'observaient avec une certaine distance méfiante. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis son arrivée. Pas de questions, pas de supplications. Juste le silence. Un jeune officier nommé Bio s'était approché d'elle une fois, lui offrant de l'eau, mais Ruth avait simplement secoué la tête et tourné le visage vers le mur. Elle gardait les mains jointes sur ses genoux, essayant de ne pas frissonner dans sa fine robe d'intérieur sous la lumière crue des néons de la cellule. Son esprit n'était pas à l'arrestation ou à l'accusation, il était avec Cindy. Avait-elle mangé? Pauline était-elle avec elle? S'était-elle endormie en pleurant? Ses pensées se tordaient en elle comme une corde qui se resserre, mais elle refusait de le montrer. Une femme à côté d'elle finit par demander, « Tu vas leur donner ta version ?» Ruth se tourna lentement, croisa son regard, puis détourna les yeux. Parfois, la vérité n'a pas d'importance quand votre nom est déjà écrit à l'encre, dit-elle doucement. Pendant ce temps, dans le modeste appartement de Pauline, Cindy était assise au bord d'un canapé trop grand pour sa petite taille. Elle tenait son sac d'école mais ne faisait aucun mouvement pour aller en classe. « Tati Pauline, dit-elle d'une voix tremblante. Et s'il ne la laisse pas revenir ?» Pauline, déposant un plateau de bouillie, PAP, et d'akara, s'assit à côté d'elle. « Ça n'arrivera pas. Ta mère est forte. Elle a traversé pire. » Cindy hocha la tête mais n'y croyait pas, elle n'a même rien fait, murmura-t-elle. Pauline soupira légèrement et passa une main dans les cheveux de Cindy. Parfois, la vie n'attend pas que la vérité la rattrape. Mais nous allons nous battre, d'accord? Les yeux de Cindy se durcirent avec une détermination soudaine. Je veux écrire au juge. Je veux lui dire qui est vraiment ma mère. Pauline cligna des yeux, surprise. Écrire une lettre? Cindy hocha la tête. Si personne n'écoute, peut-être qu'il le fera. Pauline sourit faiblement et lui tendit un stylo.
Alors écris-le avec ton cœur, ma chérie. Les juges ne voient pas toujours les gens. Peut-être que tes mots l'aideront à voir. 2 semaines avant l'arrestation, Ruth avait ouvert sa porte juste avant minuit pour trouver un vieil ami, Marvin, appuyé contre le cadre de la porte, du sang sur son col et le désespoir dans les yeux. « Ruth, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'une nuit », avait-il plaidé. Il ne s'était pas parlé depuis plus de 5 ans. La dernière fois qu'elle avait entendu parler de lui, il travaillait sur des chantiers de construction de l'autre côté de la frontière. « J'ai eu des ennuis. Quelqu'un a essayé de me tuer », ajouta-t-il, jetant des regards par-dessus son épaule. Ruth hésita. Chaque cellule de son corps hurlait « non ». Mais quand elle le regarda, elle n'a pas vu un criminel. Elle a vu le même homme qui l'avait sorti d'une inondation des années auparavant, quand personne d'autre n'osait le faire. Et c'est ainsi que, sans un mot, elle s'écarta. Il dormit sur le canapé. Le matin, il était parti avant que Cindy ne se réveille. Elle en resta là jusqu'à ce qu'elle revoie son visage. Cette fois, aux informations, vol à main armée à Conquest Plaza. 2 gardes hospitalisés, suspects toujours en fuite. Et juste sous le titre, il y avait sa photo. Ruth avait regardé la télévision, le souffle coupé, incapable de réconcilier l'homme qu'elle connaissait avec la violence dont il était maintenant accusé. Elle ne l'avait rien vu prendre. Elle n'avait pas posé de questions. Mais à cet instant, elle réalisa qu'en ne posant pas de questions, elle s'était rendue complice. Les jours passèrent sans que la police ne vienne, et elle se dit qu'il ne la mentionnerait peut-être pas. Peut-être que ça passerait. Mais elle savait que les murs ont des oreilles. Quelqu'un avait dû le voir entrer chez elle. Et maintenant, elle était dans une cellule, accusée d'avoir hébergé un criminel recherché. Son avocat, un jeune commis d'office surmené nommé Obina, lui rendit visite le lendemain matin. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé » demanda-t-il, sans accusation, mais sérieusement. Ruth détourna le regard. « Parce qu'il y a des années, quand je n'avais rien, il n'a pas posé de questions non plus. » Obina griffonna quelque chose sur son bloc-notes. « Ce n'est pas une défense que le tribunal acceptera. Nous avons besoin de preuves. Quelqu'un qui puisse se porter garant pour vous. » La voix de Ruth se brisa alors qu'elle murmurait « Je n'ai eu le temps que d'être une mère. J'ai oublié de me faire des amis. » Et cette réalité la frappa plus durement que n'importe quel jugement de tribunal ne le pourrait jamais. Cindy était assise en tailleur sur le tapis de Pauline, serrant un crayon si fort que ses doigts étaient crispés. Devant elle se trouvait une page de cahier à ligne, arrachée de son bloc-notes d'école. Elle avait recommencé la lettre plus de 6 fois, appuyant trop fort à chaque fois, ses larmes tachant l'encre. Pauline avait essayé de l'aider, mais s'était arrêtée quand elle réalisa que Cindy avait besoin de le dire à sa manière. La jeune fille leva les yeux au plafond, prit une profonde inspiration et recommença. « Monsieur le juge, je ne sais pas combien de dossiers vous voyez, mais je sais que ma mère n'est pas un dossier. C'est une personne. C'est ma meilleure amie. Je m'appelle Cindy. J'ai 13 ans. Ma mère n'a fait de mal à personne. Elle aide toujours tout le monde, même si cela signifie que nous ne mangeons pas de viande pendant une semaine. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. Elle est tout ce que j'ai. » Cindy fit une pause, renifla, puis ajouta, « Point même si elle a fait quelque chose de mal, c'était seulement parce qu'elle est bonne. » Quand elle eut terminé, elle la lut à haute voix à Pauline, la voix tremblante. Pauline mit la main sur sa bouche, les yeux humides. « C'est plus puissant que n'importe quel argument d'avocat, » murmura-t-elle. Cindy plia soigneusement le papier et le plaça dans une enveloppe blanche unie. Elles se rendirent toutes les deux au bureau de poste, et Cindy le tendit à 2 mains. « S'il vous plaît, assurez-vous qu'il arrive à la haute cour, » dit-elle à l'homme derrière la vitre. Il hocha la tête. « Ce sera fait, petite dame. » Les jours passèrent, et Cindy surveillait chaque camionnette de la poste qui passait dans le quartier. Lorsque le tribunal reprit ses audiences le lundi suivant, elle s'assit tranquillement au fond de la galerie, espérant voir la lettre dans la main de quelqu'un. Mais personne ne la lut à voix haute. Personne ne la mentionna. Elle se sentit invisible, oubliée. Pauline posa une main sur son épaule et murmura, « Parfois, il faut du temps pour que la vérité atterrisse là où elle le doit. » Cindy hocha la tête, mais à l'intérieur, quelque chose se durcit. S'il n'écoutait pas ses paroles, elle trouverait un moyen de les forcer à la regarder dans les yeux. Le juge Roland ajusta sa robe noire en entrant dans son cabinet, la pile de dossiers du matin reposant soigneusement sur son bureau poli.
Il présidait des procès criminels depuis plus de 15 ans, et pour lui, chaque nom sur un dossier n'était qu'un nom, jusqu'à présent. Alors qu'il ouvrait le dossier suivant, l'entête de l'affaire attira son attention, l'État contre Ruth Adams. Sa main s'arrêta. Le nom résonnait comme un murmure venu d'une partie oubliée de sa vie. Il se pencha légèrement en arrière, plissant les yeux devant la photographie de la femme attachée au document. Quelque chose vacilla en lui, une lointaine reconnaissance, brouillée par les années et les souvenirs enfouis. Adams, murmura-t-il, le répétant à voix basse comme une question. Un jeune greffier frappa doucement. Monsieur, c'est l'affaire de la complice du vol. Le procès commence vendredi. Roland hocha vivement la tête, mais même après la fermeture de la porte, ses yeux s'attardèrent sur la photo en noir et blanc. Une version plus jeune de ce visage lui avait souri un jour sur un balcon de campus éclairé aux chandelles, bien avant que le pouvoir, les robes noires et l'image publique ne l'endurcissent. Plus tard dans la soirée, chez lui dans son domaine silencieux, Roland se tenait dans son bureau, feuilletant un album photo relié en cuir, enfoui au fond d'un tiroir. Il ne l'avait pas regardé depuis plus d'une décennie. Ses doigts s'arrêtèrent sur une photo délavée, lui-même dans une veste en jean usé, une femme à côté de lui dans une robe d'été jaune, riant, sa main dans la sienne. Ruth. Le souvenir le frappa plus fort que prévu. Sa voix. Ses yeux. La façon dont elle l'appelait, Ro, d'un ton qu'elle seule pouvait utiliser sans l'irriter. Son esprit s'emballa. Était-ce vraiment la même femme? Et pourquoi était-elle dans sa salle d'audience maintenant, impliquée dans une affaire de vol? Sa vie s'était-elle à ce point délitée, ou était-ce autre chose? Il referma lentement l'album et murmura dans le silence, que t'est-il arrivé, Ruth? Il se dit que cette affaire, comme toutes les autres, devait être abordée avec une objectivité totale. Mais au fond de lui, un nœud d'angoisse avait déjà commencé à se former dans sa poitrine. Parce que si c'était elle, si cette femme en procès était la même Ruth qui avait autrefois tenu son cœur, alors le passé venait d'entrer en collision avec le présent d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. La salle d'audience était remplie de murmures et d'une tension froide lorsque Ruth fut conduite à l'intérieur par l'entrée latérale, les poignets menottés mais la posture droite malgré la raideur de ses épaules. Ses yeux ne balayèrent la salle qu'une seule fois, notant rapidement Cindy dans la galerie, assise à côté de Pauline, puis ils se baissèrent vers le sol. Elle refusa de regarder le juge, refusa de regarder l'homme qui siégeait maintenant pour la juger. Le juge Roland y entra, le visage impénétrable, saluant d'un signe de tête l'huissier avant de prendre son siège. La cour est en session, annonça le greffier. Ruth garda les yeux baissés, mais elle pouvait sentir sa présence. Les années l'avaient remodelée, sa mâchoire plus affûtée, sa voix plus profonde, mais elle savait que c'était lui. Son estomac se noua. Il ne la regarda pas directement. Il parcourut lentement le dossier, ne révélant jamais la moindre émotion. Procéder aux déclarations liminaires, dit-il platement, et le procureur de l'État se leva, se lançant dans un résumé des charges. L'avocat de Ruth, Obina, attendit son tour, les nerfs à vif sous sa cravate. Depuis la dernière rangée, Cindy serrait fort l'écharpe de sa mère, les lèvres pincées. « C'est lui » murmura-t-elle à Pauline. Pauline fronça les sourcils. « Celui qui va décider. » Oui, Cindy secoua légèrement la tête. « Non, je veux dire. Celui dont maman m'a parlé. L'homme qu'elle aimait avant que tout ne change. » Les sourcils de Pauline se levèrent de surprise, mais elle ne dit rien. Obina se leva enfin pour parler, rappelant doucement à la cour que l'accusé n'avait pas de casier judiciaire, que les preuves étaient circonstancielles, et que l'accusé n'avait jamais été associé à des délinquants connus. Roland écoutait, les mains jointes, ne trahissant aucune réaction. Mais à l'intérieur, quelque chose le rongeait, sa voix, même à travers un avocat, lui semblait familière. La façon dont son profil était dessiné, la façon dont elle se tenait, silencieuse et fière. « Nous reprendrons la semaine prochaine », déclara-t-il en se levant alors que l'audience était levée. Ruth se tourna légèrement dans sa direction pour la première fois. Leurs regards se croisèrent, juste une seconde. Ce fut suffisant pour vider leurs deux visages de toutes couleurs. Le passé n'était pas seulement revenu, il était entré dans sa salle d'audience, enchaîné dans le silence. Cette nuit-là, Roland ne put dormir. Le visage de Ruth le hantait comme une mélodie oubliée, revenue maintenant, trop vive pour être ignorée. Il s'assit au bord de son lit, les mains serrées, incapable de se défaire de ce souvenir. Pourquoi n'avait-elle jamais essayé de le contacter? Pourquoi était-elle seule maintenant, sans conjoint,
sans soutien juridique derrière elle, juste cet avocat usé aux yeux incertains. Et plus pressant encore, pourquoi ressentait-il ce poids, comme s'il était lui-même en procès? Il se leva du lit et se dirigea vers son bureau personnel, sortant une boîte d'un classeur étiqueté « Archives, Université ». Il fouilla parmi des dissertations, des brochures et des souvenirs, jusqu'à ce que sa main trouve un petit Polaroid, Ruth, souriant dans un pull rayé à côté d'une bannière indiquant « Atelier sur les droits juridiques du campus ». Et il était là aussi, plus jeune, plus arrogant, son bras passé autour de ses épaules. Il s'assit lentement et pressa la photo contre sa poitrine, expirant comme quelqu'un qui avait retenu son souffle pendant des années. Le matin, Roland salua à peine son assistant, refusa son café habituel et resta tendu tout au long d'autres affaires sans lien. « Monsieur, ça va ?» demanda Melvin, s'arrêtant devant la porte de son bureau. Roland ne répondit pas immédiatement. « Croyez-vous que les gens peuvent être punis 2 fois? Une fois pour ce qu'ils ont fait, et une fois pour ce qu'ils ont perdu. » Melvin fronça les sourcils. « Je pense que cela dépend de qui inflige la punition. » Roland hocha la tête distraitement. « C'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, et maintenant elle est enchaînée dans ma salle d'audience. C'est peut-être à cause de moi qu'elle a disparu à l'époque. » Melvin se tut. « Vous devez vous récuser si c'est personnel. » Mais Roland secoua la tête. « Non, pas encore. Si je pars maintenant, je ne comprendrai jamais ce qui s'est réellement passé. » Cette nuit-là, il sortit un journal et nota une seule ligne. Si j'étais resté, serait-elle toujours libre? Mais il n'avait pas de réponse, seulement la peur écrasante que, d'une manière ou d'une autre, ses choix passés venaient enfin réclamer leur dû. Pauline était assise au bord du lit à cadre de fer de son modeste appartement, regardant Cindy remuer un bol de cornflakes qu'elle n'avait pas encore mangé. La jeune fille n'avait pratiquement pas parlé depuis la première audience. Son uniforme était plié sur la chaise, intact depuis 2 jours. « Cindy, dit doucement Pauline, tu dois manger quelque chose. Ça n'aidera pas ta mère si tu tombes malade. » Cindy cligna lentement des yeux et posa la cuillère. « Tati Pauline, si les gens savent qu'elle n'a rien fait de mal, pourquoi laisse-t-il faire ça ?» Sa voix se brisa d'une fureur tranquille. Pauline chercha ses mots. « Parfois, la vérité n'est pas assez forte toute seule. Il faut la rendre plus forte. » Les lèvres de Cindy tremblèrent. « J'ai essayé. J'ai écrit au juge. Mais je pense qu'il l'a jeté. » Pauline s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et lui prit le menton. « Ne perds pas espoir, mon enfant. Certaines graines mettent du temps à percer la terre. » Mais les yeux de Pauline trahissaient une inquiétude qu'elle n'osait pas exprimer à voix haute. Cette graine, aussi honnête soit-elle, pourrait ne jamais voir la lumière du jour. Plus tard cet après-midi-là, Pauline prit les choses en main. Avec la caméra de son téléphone, elle enregistra Cindy tenant une pancarte dessinée à la main qui disait « Je m'appelle Cindy. Ma maman est innocente. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas », la vidéo durait moins d'1 minute. Mais la crudité de la voix de Cindy portait un poids plus lourd qu'une transcription d'audience complète. Pauline l'a mise en ligne et l'a envoyée à un blog militant local. En quelques heures, le clip a commencé à gagner en popularité, les partages, les republications et les commentaires de sympathie ont afflué. Mais les commentaires qui retinrent l'attention de Pauline furent ceux qui demandaient pourquoi personne d'influx ne s'était manifesté. Cette nuit-là, Pauline reçut un appel d'un numéro masqué. « Arrêtez de traîner le tribunal dans le débat public. Ça n'aidera pas le cas de votre amie », avertit la voix avant de raccrocher. Elle ne le dit pas à Cindy. À la place, elle la serra plus fort contre elle et lui murmura « Peu importe à quel point nos voix semblent petites, si elles disent la vérité, elles comptent. » Mais dans le silence de sa chambre, Pauline pria plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Pas seulement pour la liberté de Ruth, mais pour avoir le courage de ne pas reculer face à la pression du pouvoir. Melvin s'appuya contre le large encadrement de la porte du juge Roland, observant le vieil homme éplucher les dossiers avec une hésitation inhabituelle. « Vous relisez encore ce même dossier » commenta Melvin d'un ton neutre. Roland leva les yeux, les sourcils froncés. « Je révise juste les preuves. » Melvin entra davantage et laissa tomber une enveloppe neutre sur le bureau. « Je pense que cela pourrait changer quelque chose. » Roland la prit, parcourut l'écriture enfantine au dos. « Au juge chargé de l'affaire de ma mère. » Ses doigts hésitèrent. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-il. Elle était glissée entre 2 dossiers que le greffier m'a remis. Probablement destiné à être rejeté comme un appel émotionnel.
Mais je l'ai lu. La voix de Melvin baissa. Vous devriez aussi. Roland l'ouvrit lentement, dépliant la lettre soigneusement écrite. Plus il lisait, plus les mots résonnaient dans sa poitrine. Elle donne son dernier argent à des étrangers. Elle m'a donné un jour la seule couverture que nous avions pour que je n'aie pas froid. S'il vous plaît, monsieur, n'enfermez pas la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir en sécurité. Roland abaissa la page. Sa gorge se serra. Pendant un long moment, il ne parla pas. Melvin se dirigea vers la bibliothèque, sans le regarder. Je ne sais pas ce que vous partagiez avec Ruth à l'époque. Mais cette fille, elle a votre flamme. Le même genre de flamme que vous aviez à la fac de droit quand vous juriez de défendre les sans-voix. Les yeux de Roland se plissèrent, fixés sur la lettre. Elle est jeune. Elle ne connaît pas toute la vérité. Le sentiment ne l'emporte pas sur les preuves. Melvin se retourna. Si, quand le sentiment révèle ce que les preuves tentent d'enterrer. Il y eut une pause, lourde et tendue. Roland tapota lentement la lettre contre le bureau. Que voudrais-tu que je fasse? Melvin haussa les épaules. Reconnaissez sa voix. Commencez par là. Seul dans son cabinet, Roland relut la lettre 2 fois de plus. Il ne pleura pas. Mais sa mâchoire se serra. Et quand il reposa finalement le papier, il murmura pour lui-même, elle n'a jamais rien dit. Elle ne me l'a jamais dit. Cette nuit-là, il ne put ni manger ni dormir. Les mots de Cindy résonnaient comme une chanson dans ses oreilles. Non pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de ce qu'elle ne savait pas encore. La salle d'audience était plus calme que d'habitude ce matin-là. Moins de journalistes, moins de murmures. Mais l'énergie dans la pièce semblait épaisse, comme l'air juste avant un orage. Ruth était assise, rigide. Ses poignets étaient démenottés, mais son esprit était lié par l'incertitude. Obina feuilletait ses notes, son genou rebondissant nerveusement. Puis, juste avant l'entrée du juge, les portes de la salle d'audience grincèrent et Cindy entra. Ses pas étaient hésitants, mais son menton était haut. Pauline marchait derrière elle, l'encourageant. Cindy tenait quelque chose dans sa main, un papier plié. L'huissier s'avança pour l'arrêter, mais elle fit un pas en avant et dit, « S'il vous plaît. Je veux parler. » Des murmures s'élevèrent. Roland, maintenant assis à son siège, leva la main. Silence dans la salle. Puis il croisa le regard de Cindy et se figea. Ses yeux, ils n'étaient pas seulement suppliants. Ils étaient familiers. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix posée. « Je suis sa fille » dit-elle en désignant Ruth. « Et j'ai besoin de dire quelque chose. » Après une pause, il hocha la tête. « Vous pouvez parler brièvement. » Cindy s'avança vers l'avant, déplia sa page et la tint de ses mains tremblantes. « Je m'appelle Cindy Adams. Je sais que je ne suis pas censé parler ici. Mais je n'ai pas d'argent pour les avocats. Tout ce que j'ai, ce sont des mots. Ma mère m'a dit un jour que les gens ne perdent que lorsque personne ne parle pour eux. Alors je parle. » Elle se tourna vers la salle, puis vers le juge. Elle a aidé un homme parce qu'elle pensait qu'il avait besoin d'être sauvé. C'est ce qu'elle fait, sauver les gens. Même quand ça lui fait du mal. C'était peut-être mal. Je ne sais pas. Mais elle n'a rien planifié. Elle n'a pas volé. Elle n'a fait de mal à personne. Elle a juste aidé. Elle regarda directement Roland. Elle parlait d'un homme qu'elle avait aimé autrefois. Elle disait qu'il ne la reconnaîtrait même plus. Peut-être qu'il est dans cette salle, peut-être pas. Mais si vous l'enfermez, vous enfermez la meilleure partie de moi. Pendant un moment, la salle fut complètement immobile. Les mains de Roland tremblaient là où elle reposait. Il ne pouvait pas détacher son regard d'elle. Et Ruth non plus. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Son cœur battait la chamade. Cindy venait de fêler quelque chose. Pas seulement dans le tribunal, mais chez l'homme derrière la robe. Un faible bourdonnement de néon emplissait la froide salle de détention où Ruth fut conduite après l'audience. Le silence entre elle et le juge Roland n'était pas seulement tendu. Il était suffocant. Ruth était assise au bord du banc d'acier, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, tandis que Roland se tenait en face d'elle, les mains dans les poches. « Ils ont dit que vous vouliez me parler » dit-elle sans lever les yeux. « C'est exact » répondit-il doucement, un temps mort passa. « Est-ce qu'on se connaissait » Ruth eut un rire bref, sans joie.
Alors c'est maintenant que tu le demandes, sa voix baissa. Tu m'as laissé avec bien plus de questions que ça il y a des années. Tu n'as pas le droit de prétendre que ce n'était rien. Roland bougea. Je ne prétendais pas. Je n'aurais jamais pensé te revoir. Et maintenant tu es au tribunal, et ta fille. Il s'arrêta, la voix serrée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Ruth? Ruth se leva lentement, les yeux rivés dans les siens. Te dire quoi? Que j'étais enceinte? Que je t'ai regardé monter dans une voiture noire avec les hommes de ton père pendant que j'attendais sous la pluie, tenant ta lettre d'adieu. Tu avais fait ton choix, Roland. Son ton ne monta pas, mais il était tranchant. Tu étais déjà à moitié dans ta nouvelle vie avec ta nouvelle fiancée. Je ne cadrais pas dans ce tableau. Roland ouvrit la bouche, mais la referma. J'étais jeune, sous pression. Je ne savais pas comment me battre à l'époque. Ruth eut un sourire amer. Et moi, si. J'avais 22 ans, enceinte, j'essayais de rester à l'école, je travaillais la nuit pour manger. Et quand j'ai finalement eu quelque chose à perdre, je l'ai perdu à nouveau. Elle s'avança, à un pas de lui maintenant. Ne regarde pas Cindy comme si elle te devait quoi que ce soit. Elle a grandi sans père parce que je refusais de la laisser détester un homme que j'avais autrefois aimé. La mâchoire de Roland se serra. Elle mérite la vérité. Les yeux de Ruth brillèrent. Alors laisse-la l'entendre de ta bouche. Pas d'une salle d'audience qui pense déjà que je suis coupable. Aucun ne parla pendant un moment. Au loin, un coup de marteau retentit depuis une autre salle, résonnant comme un battement de cœur trop tardif. 12 ans plus tôt, Ruth s'était tenue figée au bord d'une fête de fiançailles bondée, serrant une petite enveloppe qu'elle n'avait jamais pu remettre. Roland était de l'autre côté de la pièce, main dans la main avec Sandra, sa fiancée. La musique était forte, les rires encore plus. Et pourtant, tout ce que Ruth pouvait entendre, c'était sa propre respiration. Elle n'avait pas été invitée, n'avait pas prévu de venir. Mais quand sa lettre était revenue, non livrée et sans réponse, elle avait dû le voir par elle-même. Le smoking, l'alliance en or au doigt de Sandra, le sourire fier sur le visage de son père. Tout cela criait la finalité. Elle se souvenait s'être agrippée au cadre de la porte, se forçant à ne pas s'effondrer en public. Les mots qu'elle avait répétés moururent dans sa gorge. Cette nuit-là, elle n'attendit pas de conclusion. Elle fit demi-tour et s'éloigna de tout ce qu'elle avait cru qu'il partagerait. Plus tard cette même nuit, elle s'assit seule dans son appartement exigu, pressant sa paume contre son ventre plat et murmurant « Il n'y a plus que toi et moi maintenant ». Sa décision de garder la grossesse secrète n'était pas née de l'orgueil. C'était de la survie. Elle craignait ce que la puissante famille de Roland pourrait faire. Elle craignait d'être complètement effacée. Alors elle enterra leur histoire profondément et éleva Cindy seule. Elle travaillait comme femme de ménage le jour et cuisinière la nuit. Il n'y avait pas de vacances, pas de luxe, juste de petites joies et une résilience tranquille. Ruth ne sortait avec personne. Elle n'avait plus confiance. Chaque fois que Cindy posait des questions sur son père, Ruth lui disait la même chose. C'était quelqu'un à qui je tenais, mais la vie l'a emporté. Dans le présent de la salle d'audience, cette ancienne version de Ruth ressemblait à un fantôme. Elle avait construit une vie de sacrifice et se tenait maintenant accusée comme une criminelle, face à l'homme même qui lui avait donné le sentiment d'exister. Et maintenant, elle n'était pas sûre si c'était de la douleur ou de la fureur qui gonflait sa poitrine. Pendant des années, elle avait pensé que Roland était simplement passé à autre chose. Mais maintenant elle le voyait clairement, il ne l'avait pas oublié. Il l'avait enterré. Et cette blessure se rouvrait maintenant en public, avec leur fille prise dans les tirs croisés. Melvin tapotait nerveusement un stylo contre le bord de son bureau. L'image du visage de Cindy était gravée dans ses pensées. Ses paroles lors de l'audience avaient ébranlé quelque chose en lui. Quelque chose qui clochait. Il connaissait Roland depuis plus de 2 décennies. Ils avaient étudié ensemble, passé le barreau dans la même promotion, et partagé des verres de célébration lorsqu'ils avaient tous deux été nommés juges. Mais dernièrement, Roland semblait distrait, hors de son rythme habituel. Melvin connaissait les signes. Et quand il vit la façon dont Roland regardait Cindy, quelque chose dans ce regard n'était pas procédural. C'était paternel. Il fouilla dans de vieux albums de la fac de droit, tournant les pages rapidement jusqu'à ce qu'il trouve la photo. Roland et Ruth lors d'un séminaire de sensibilisation juridique pour étudiants, bras dessus bras dessous, rayonnant de promesses. Eh bien, murmura-t-il.
Les pièces s'emboîtaient. Ce n'était pas juste une affaire pour Roland. C'était une affaire inachevée avec un battement de cœur et un nom de famille que personne n'osait lier à voix haute. Il entra dans le cabinet de Roland le lendemain matin avec l'album sous le bras. « Nous devons parler », dit Melvin simplement. Roland leva les yeux, déjà las. « Pas maintenant, Melvin. » Mais Melvin ne recula pas. « Est-ce qu'elle sait ?» demanda-t-il. Roland n'eut pas besoin de demander de qui il parlait. Son silence était une confirmation. « Tu marches sur une ligne dangereuse, mon ami », continua Melvin. « Si quelqu'un découvre que tu as un lien personnel avec l'accusé ou sa fille, toute cette affaire peut être annulée. » Roland se frotta le front. « Je n'avais pas prévu ça. Je ne savais pas que c'était Ruth avant qu'il ne soit trop tard. » La voix de Melvin baissa. « Alors tu ne peux pas continuer à prétendre que c'est juste un autre dossier. Tu es un juge, oui. Mais tu es aussi un homme avec des conséquences inachevées. » Roland expira profondément. « Si je me récuse maintenant, j'aurai l'air coupable de partialité. Si je reste, je risque de tout gâcher. » Melvin posa l'album sur le bureau. « Quoi qu'il en soit, tu ne décides plus seulement de son sort. Tu choisis qui devra porter la vérité. » La tension flottait entre eux comme un verdict en attente de lecture. Roland ne répondit pas. Il se contenta de fixer la photographie comme si elle pouvait réécrire le passé. À l'intérieur de la salle des archives poussiéreuses de l'hôpital général de Greenstone, un technicien de laboratoire nommé Timmy fronça les sourcils devant son écran. Ce qui avait commencé comme une simple vérification de compatibilité croisée pour un rapport de donneur d'urgence manquant s'était transformé en quelque chose de bien plus curieux. Le dossier médical de Cindy Adams, signalé des années auparavant pour un test de compatibilité sanguine rare, avait été par erreur enregistré pour un test d'étalonnage du système interne. L'échantillon de donneurs auquel il avait été comparé n'appartenait à nul autre que le juge Roland Hay, qui avait précédemment soumis un échantillon génétique lors d'une vérification de ses antécédents judiciaires pour une étude cardiaque. Les résultats qui s'affichèrent devant Timmy n'étaient pas censés correspondre, mais c'était le cas. Une correspondance de 99,9% de l'ADN parental. « Non, ça ne peut pas être juste », marmonna Timmy, relançant la comparaison. Même résultat. Il se renversa sur sa chaise, les murs de la pièce semblant se refermer sur lui. Il n'y avait aucune demande officielle de test de paternité, mais ces données, elles hurlaient quelque chose d'indicible. Timmy hésita pendant des heures avant de décider de le transmettre au greffier du tribunal sous le sceau de la confidentialité. Le greffier, ne sachant que faire, le glissa discrètement entre les mains de Melvin le lendemain matin. Les sourcils de Melvin se froncèrent en lisant le rapport. « Êtes-vous certain que ce n'est pas une erreur de laboratoire ?» Le greffier secoua la tête. « Triplement vérifié, monsieur, cela provient d'un audit interne, pas d'un dépôt légal. » Melvin ferma la porte de son bureau, fit les 100 pas lentement, puis décrocha son téléphone. Quelques minutes plus tard, il était assis en face de Roland, plaçant silencieusement le rapport devant lui. Roland lut les résultats et son visage pâlit. Sa main trembla légèrement en posant le papier. « Donc c'est vrai », murmura-t-il. Melvin se pencha en avant. « Vous n'imaginez plus le lien. C'est ta fille, Roland. Et tu ne connaissais même pas son nom il y a une semaine. » Roland se frotta les tempes. « Comment puis-je la regarder dans les yeux maintenant? Comment puis-je condamner sa mère ?» La voix de Melvin baissa. « Tu ne peux pas. Et tu ne devrais pas. Il y a une différence entre la loi et la justice, Roland. Et en ce moment, cet enfant a besoin de quelque chose de plus qu'un juge. Elle a besoin que son père sorte de derrière son siège de juge. » La salle d'audience bourdonnait alors que la session suivante commençait, avec Ruth assise à sa place habituelle, silencieuse mais farouchement présente. Cindy était de nouveau assise à côté de Pauline, ses doigts s'accrochant maintenant à un objet différent. Un petit mot griffonné au dos d'un prospectus d'église qui disait « Un jour, je te raconterai tout ». Elle ne le savait pas encore, mais ce mot avait été écrit par sa mère 2 ans auparavant et glissé dans un album de famille. Alors que le juge entrait, Cindy leva les yeux, mais cette fois, ses yeux ne suppliaient pas. Ils interrogeaient. Elle l'étudia attentivement, comme si elle attendait quelque chose de plus qu'un verdict. Roland croisa son regard, et pour la première fois, il vit le poids derrière son silence. La façon dont ses sourcils s'arquaient comme ceux de Ruth. La légère hésitation avant qu'elle ne cligne des yeux. L'immobilité de sa respiration retenue.
Tout cela reflétait l'enfant qu'il avait abandonné sans le savoir. Ce n'était pas de preuves dont il avait besoin maintenant. C'était du courage. Alors qu'Obina se levait pour revoir leur dernier argument, Roland se sentit détaché, son esprit tourbillonnant. Chaque mot semblait étouffé sous le rugissement dans ses oreilles. Elle est à moi. Elle est à moi. À un moment donné, Cindy tourna à nouveau la tête. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, doux mais profond. La reconnaissance. La gorge de Roland se serra. Il détourna rapidement les yeux, mais pas avant que Cindy ne les remarquât. Une lueur de vulnérabilité chez un homme qui avait passé sa vie à porter une armure. Pendant la suspension d'audience, alors que les gens sortaient, Roland resta assis un moment de plus que d'habitude. Il regarda Ruth rassembler ses dossiers, vit la façon dont Cindy restait près d'elle, et comment toutes deux bougeaient comme des branches issues du même arbre usé par la tempête. Ce soir-là, seul dans son bureau, Roland ouvrit son ordinateur portable et chercha toutes les photos de Ruth qu'il pouvait trouver de leurs années d'université. Il traça sa silhouette sur l'écran, puis referma le couvercle et murmura dans le silence, « Tu m'as donné une fille, et je t'ai donné l'absence. » Mais même dans son chagrin, il savait que cette vérité ne pourrait pas rester enfouie bien plus longtemps. Parce que Cindy savait déjà. Pas avec des mots, mais avec l'honnêteté indéniable dans les yeux d'un père. Le lendemain, alors que le tribunal s'apprêtait à rouvrir, un SUV noir brillant entra dans le parking, et en sortit Sandra Haye, l'ex-femme du juge Roland, drapée dans un tailleur-jupe ivoire impeccable, ses talons aiguilles résonnant sèchement sur le sol en marbre. Son arrivée soudaine n'était pas subtile. Elle entra dans la salle d'audience comme quelqu'un qui se sent toujours investi d'autorité, ses yeux balayant rapidement la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur Roland à son siège. Elle offrit un sourire crispé, mi-moqueur, mi-revendicateur. Prenant place juste derrière le banc de la presse, elle croisa les jambes et les bras. Ruth la remarqua immédiatement, et sa posture se raidit. Pauline murmura, « C'est qui ?» Les yeux de Ruth ne bougèrent pas, son passé. Revenu dans le mien. Alors que le greffier appelait la cour à l'ordre, Roland leva les yeux et se figea. Pendant un instant, il oublia son texte, son souffle se coupa. « Levez-vous, » dit l'huissier, mais Sandra ne le fit pas. Son regard était fixé sur Ruth, comme une dague tirée d'un fourreau oublié. Pendant la suspension d'audience, Sandra approcha Roland dans le couloir, sa voix froide et sèche. « Drôle. Je pensais que notre divorce avait mis fin à ton goût pour les femmes imprudentes. » Le visage de Roland se durcit. « Ne commence pas ici, Sandra. » Elle se pencha. « Tu as toujours dit que Ruth n'était qu'une passade, mais maintenant la voilà de retour, enchaînée qui plus est. As-tu bouclé la boucle ou as-tu simplement perdu ta colonne vertébrale ?» Le ton de Roland baissa. « Surveille ce que tu dis. » Ça ne nous concerne pas, Sandra sourit narquoisement. Mais ça la concerne elle, et cet enfant. Ton enfant, n'est-ce pas? Roland ne répondit pas, mais c'était suffisant. Je l'ai toujours su, siffla Sandra. La façon dont tu prononçais son nom dans ton sommeil, Ruth ceci, Ruth cela. Tu crois que personne n'avait remarqué? Elle s'approcha, son ton devenant cruel. Laisse-moi deviner, tu comptes les sauver tous les deux, réécrire l'histoire, jouer au héros. La voix de Roland, bien que basse, coupa comme de la glace. Si je fais quoi que ce soit, ce sera pour défaire ce que le silence a causé. Et si tu es venu me voir tomber, tu seras déçu. Ce n'est plus ton histoire. Sandra eut un rire amer. Non, mais je serai damnée si je te laisserai écrire la mienne sans y inclure ce que tu as détruit. Puis elle se retourna, ses talons résonnant à nouveau. Cette fois, le son n'intimidait pas. Il pleurait le pouvoir qu'elle avait finalement perdu. L'accusation venait de soumettre une photographie montrant Marvin, le voleur à main armée présumé, quittant la maison de Ruth la nuit précédant le crime. Elle était floue, mais accablante. La défense d'Obina vacilla alors que la preuve était projetée sur l'écran. Les poings de Ruth se serrèrent sur ses genoux, son sang-froid glissant visiblement. Elle pouvait sentir le jugement dans l'air, épais et suffocant. Alors que les murmures emplissaient la salle, elle se leva brusquement, surprenant même Obina. « Votre honneur, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Puis-je parler ?» Roland hésita, son cœur battant la chamade. « Vous le pouvez, dit-il lentement, bien que chaque fibre de son être veuille la protéger de ce qu'il sentait venir. Ruth s'avança, la voix brute. « Je n'ai pas dit la vérité, non pas parce que je cachais ma culpabilité,
mais parce que je protégeais une dette. Elle fit face à la salle d'audience. Cet homme, Marvin, a un jour sorti ma fille d'une cuisine en feu alors que j'étais piégé dehors. Je lui devais la vie de mon enfant. Alors oui, quand il est venu mendier un abri, en sang et effrayé, j'ai ouvert ma porte. Des halètements parcoururent la salle. Obina se rassit, stupéfait. Ruth regarda directement les jurés. Il ne m'a jamais dit ce qu'il avait fait, mais même s'il l'avait fait, je l'aurais peut-être quand même laissé dormir une nuit sous mon toit. Parce que quand quelqu'un sauve votre enfant, ça vous marque à jamais. Ça vous lie, même de la pire des façons. Elle se tourna vers Roland, et pour la première fois, sa voix se brisa. J'ai fait des choix que je ne peux pas défaire, mais ne confondez pas sacrifice et conspiration. Je préfère affronter la prison plutôt que d'apprendre à ma fille à rembourser l'amour par la trahison. La gorge de Roland se serra. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Ruth continua, sa voix plus douce maintenant. Toute ma vie, je suis restée silencieuse pendant que d'autres décidaient de mon sort. Pas aujourd'hui. Si ce système a besoin d'un méchant, que ce soit moi. Mais je ne le laisserai pas effacer la vérité. Je suis une mère qui a protégé son enfant et honoré une dette de vie. C'est là mon crime. Alors qu'elle terminait, le silence s'installa, non pas lourd de jugement, mais de respect. Cindy était assise, figée dans la galerie, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Pauline prit sa main en murmurant. Ta mère vient de transformer ce tribunal en confessionnal et l'a traversé la tête haute. Cette nuit-là, Cindy ne put dormir. Les mots de Ruth résonnaient en boucle dans son esprit. Je préfère affronter la prison plutôt que d'apprendre à ma fille à rembourser l'amour par la trahison. Le poids de ces mots pesait lourdement sur sa poitrine, étouffant tout sentiment de sécurité. Vers 2 heures du matin, elle sortit doucement du lit, faisant attention à ne pas réveiller Pauline, et se dirigea sur la pointe des pieds vers la porte d'entrée. Elle ne portait rien d'autre que la vieille écharpe de sa mère et un petit carnet. Son plan n'était pas entièrement formé. Elle avait juste besoin d'être près de sa mère, même si cela signifiait attendre devant le tribunal jusqu'au matin. Elle n'avait aucune idée de la distance à parcourir, mais elle continua d'avancer, de lampadaire en lampadaire, tandis que la gosse dormait d'un sommeil agité autour d'elle. Ses jambes lui faisaient mal, ses yeux la brûlaient, mais le vide douloureux en elle ne la laissait pas rebrousser chemin. Je ne les laisserai pas l'emmener, murmura-t-elle dans l'obscurité, comme si elle faisait un pacte avec la nuit elle-même. À l'aube, un concierge du tribunal la trouva recroquevillée sur les marches du palais de justice, l'écharpe serrée autour de ses épaules, le carnet pressé contre sa poitrine. Petite, dit-il en s'agenouillant. Tu es blessée ? Elle secoua la tête. Je veux juste être là quand elle viendra, murmura-t-elle. La sécurité fut alertée, et quelques minutes plus tard, Pauline arriva en courant, essoufflée, les yeux affolés. Cindy, s'écria-t-elle en prenant la jeune fille dans ses bras. Pourquoi as-tu fait ça ? La voix de Cindy était rauque. Parce qu'ils vont l'emmener. Et je ne la laisserai pas penser que j'ai abandonné. Pauline la serra fort. Ta mère se bat toujours. N'abandonne pas l'espoir. Tu m'entends ? À ce moment, Roland arriva à l'entrée du palais de justice. Il s'arrêta en les voyant. Cindy leva vers lui des yeux qui ne cherchaient plus la sympathie. Il l'exigeait. Vous avez entendu ce qu'elle a dit hier, lui dit-elle doucement. Vous avez tout le pouvoir. Mais j'ai toute la vérité. Roland ne répondit pas. Il se contenta de fixer l'enfant qu'il savait maintenant être la sienne, assise sur les marches froides, prête à geler pour la femme qui l'avait élevée. Quelque chose en lui se brisa de manière irréparable. Plus tard ce matin-là, Melvin entra dans le bureau de Roland avec le rapport ADN dans une main et le feu dans les yeux. Il claqua le dossier sur la table. Tu ne resteras pas assis derrière ce bureau un jour de plus sans rien faire, dit-il, la voix basse mais enflammée. Roland ne tressaillit pas, je m'en occupe. Melvin secoua la tête. Non, tu ne t'en occupes pas. Tu te caches derrière la procédure pendant qu'une petite fille gèle sur les marches du tribunal et qu'une femme que tu as aimée est crucifiée par le silence. S'il s'agissait d'un autre juge, tu demanderais une récusation et une enquête. Roland se leva lentement, la mâchoire serrée. Tu crois que je n'y ai pas pensé chaque nuit ? Melvin plissa les yeux. Alors agis en conséquence. Parce qu'en ce moment, tu n'es ni un juge, ni un père. Tu n'es qu'un homme qui regarde depuis la touche pendant que ta fille implore la pitié devant des étrangers. Les lèvres de Roland s'entr'ouvrirent,
mais aucun mot ne sortit. Melvin baissa la voix. Tu as peur que cela détruise ton héritage. Mais Roland, quel héritage restera-t-il si ton enfant apprend que la justice s'est détournée d'elle? La pièce était silencieuse. Puis Roland parla enfin, la voix basse et craquée. Elle ne sait pas encore. Melvin le dévisagea. Tu en es sûr? Parce que je pense qu'elle sait. Les enfants savent toujours. Ils savent qui les regarde comme s'ils comptaient et qui les regarde comme un dossier. Roland s'effondra sur sa chaise. Si je me retire maintenant, les gens demanderont pourquoi. Si je reste, je compromets tout. Melvin hocha lentement la tête. Alors fais un choix. La robe ou l'enfant? Le système ou la vérité? Un long silence suivit, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge du bureau. Roland finit par murmurer, « Je n'ai pas demandé ça. » Melvin le regarda longuement, puis répondit, « Non, mais maintenant qu'elle se tient juste devant toi. » Elle non plus. Puis il quitta la pièce, laissant Roland face à une décision qui ne pouvait plus être reportée. La salle d'audience était inhabituellement calme lorsque Roland prit son siège, chaque son amplifié par le poids du jour. Dans ses mains se trouvait le mémoire final. Tous les arguments juridiques avaient été présentés. Les faits avaient été entendus. Le sort de Ruth était maintenant en jeu, tout comme le sien. Sa main plana au-dessus du marteau, mais il ne pouvait se résoudre à le frapper. Pas encore. Pas avec le visage de Cindy encore gravé dans son esprit depuis les marches du palais de justice. Pas avec les mots de Melvin résonnant plus fort que tout le plaidoyer du procureur. La cour va maintenant rendre son jugement, commença-t-il d'une voix neutre. Mais quand il ouvrit à nouveau le dossier, ses yeux tombèrent non pas sur les preuves légales, mais sur la lettre manuscrite de Cindy, discrètement replacée dans le dossier après que Melvin l'ait rendue. Les coins étaient cornés. L'encre était légèrement tachée. Pourtant, les mots le fixaient comme un miroir. Il referma doucement le dossier. La cour suspend l'audience pour une courte pause, dit-il soudainement, se levant avant que quiconque ne puisse objecter. Dans son cabinet, Roland regardait fixement le mur, la robe sur sa chaise, mais plus sur ses épaules. Il se retourna lorsqu'un léger coup interrompit le silence. C'était Obina. Votre honneur, la galerie est anxieuse. Ils attendent. Roland resta assis. Qu'ils attendent. J'ai attendu 13 ans pour être père. Ils peuvent bien m'accorder 13 minutes de plus. Obina parut confus, mais ne dit rien. Après une longue pause, Roland murmura, presque pour lui-même, je ne sais pas comment lui rendre justice sans enlever cette robe. Mais si je l'enlève, je perds le droit de la lui donner. Le conflit intérieur le rongeait, brut et implacable. Comment pouvait-il condamner Ruth avec une connaissance que personne d'autre dans la salle d'audience ne possédait? Pourtant, s'il n'agissait pas, Ruth pourrait payer le prix de son inaction. Il se leva, se dirigea vers le miroir et se regarda. Vraiment regarder. Tu as renoncé à ta voix une fois, murmura-t-il. Vas-tu aussi renoncer à ta fille? Dehors, les murmures dans la salle d'audience s'intensifiaient. Mais à l'intérieur de son cabinet, une tempête commençait enfin à se calmer. Et pour la première fois depuis des semaines, Roland prit un stylo, non pas pour signer un jugement, mais pour écrire quelque chose qu'aucun marteau ne pourrait exprimer. Ce soir-là, après des heures à éviter le monde extérieur, Roland s'assit à son bureau sous la faible lueur d'une seule lampe. Devant lui se trouvait une feuille de papier. La première ligne disait simplement « À la fille que je n'ai jamais su comment revendiquer ». Ses mains tremblaient alors qu'il écrivait « J'aimerais pouvoir dire que je t'ai cherché. J'aimerais pouvoir te dire que je me suis battu pour toi. Mais la vérité, c'est que je ne savais même pas que j'en avais le droit. Et maintenant, chaque seconde passée en silence me pèse plus que n'importe quelle peine que j'ai jamais prononcée. » La lettre n'était pas destinée au tribunal. Elle n'était pas légale. Elle n'était pas soignée. C'était une confession, le genre qu'il ne s'était jamais autorisé à faire. Il écrivit à propos de Ruth, de sa lâcheté, de la nuit où il était parti alors qu'il aurait dû rester. Je ne suis pas parti parce que je ne vous aimais pas, ta mère et toi. Je suis parti parce que je ne savais pas comment être un homme sans la permission de quelqu'un d'autre. Je vous ai laissé tomber toutes les deux, et j'en suis désolé. Il plaça la lettre dans une enveloppe et griffonna « Cindy » sur le devant. Mais il ne la donna à personne. Pas encore. Au lieu de cela, il la plia dans la poche de sa veste et resta assis dans le silence,
incertain si l'acte de l'écrire était une rédemption ou de l'autopréservation. Le lendemain matin, il passa devant la salle d'audience et se dirigea directement vers les chambres administratives, où il soumit une requête, scellée et confidentielle, pour se récuser de l'affaire, citant un conflit d'intérêts non divulgué. Le processus légal prendrait 48 heures pour nommer un nouveau juge, mais ça paraissait fait. Le même après-midi, il se rendit chez Pauline et frappa. Cindy ouvrit la porte, la confusion plissant son front. Roland s'agenouilla légèrement et lui tendit l'enveloppe. « J'ai écrit quelque chose pour toi, dit-il doucement. Elle la prit avec des doigts tremblants, ses yeux scrutant les siens. « C'est vrai, murmura-t-elle. Il n'eut pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire, il le savait. « Oui, répondit-il doucement, chaque mot. » Cindy baissa les yeux sur la lettre. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle. Roland déglutit difficilement. « Parce que tu mérites un père qui ne se cache pas derrière un titre, même si je suis en retard. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne ferma pas la porte. Plus tard cette nuit-là, dans la sécurité du salon de Pauline, Cindy était assise, recroquevillée sur le canapé, l'enveloppe serrée dans son giron. Elle ne l'avait pas ouverte de la journée, incertaine si son cœur pouvait supporter ce qu'il y avait à l'intérieur. Ruth dormait dans la chambre du fond, épuisée par une autre longue audience, ignorant l'existence de la lettre. Pauline était assise à proximité, laissant à Cindy un espace tranquille, mais jamais trop loin. Finalement, Cindy décolla le seau et déplia la lettre. Elle commença à lire en silence, mais au deuxième paragraphe, sa voix se mit à trembler à voix haute. Il dit qu'il ne savait pas, et qu'il est désolé. Sa voix se brisa, et elle s'arrêta. Pauline se pencha, prenant doucement sa main. « C'est bon, tu peux arrêter. » Mais Cindy secoua la tête. « Non, j'ai besoin de l'entendre, continua-t-elle. Il dit qu'il nous a laissé tomber, qu'il a fui le genre d'amour qui exige du courage. Et maintenant il essaie d'être courageux, mais il ne sait pas s'il est trop tard. » Sa lèvre trembla alors qu'elle murmurait les derniers mots. « Si tu me laisses essayer, je veux passer le reste de ma vie à être quelqu'un dont tu es fier. » La pièce fut silencieuse un instant après qu'elle eut fini. Puis Cindy leva les yeux vers Pauline, les yeux brillants. « Il a dit les mots que j'ai toujours voulu entendre. Mais ça fait plus mal maintenant, de savoir combien de temps j'ai attendu pour les entendre. » Pauline hocha la tête. Parfois, la vérité arrive tard. Mais elle a toujours du pouvoir. Cindy essuya ses joues. Je ne sais pas si je suis prête à lui pardonner. Mais je ne veux pas le détester non plus. De l'embrasure de la porte, la voix douce de Ruth interrompit. Tu n'as pas à choisir aujourd'hui, ma chérie. Toutes deux se tournèrent pour la voir debout, son peignoir noué lâchement autour de sa taille. Les yeux gonflés de sommeil, mais l'esprit bien éveillé. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais te protéger d'un homme qui n'était pas prêt, dit Ruth. Mais peut-être que maintenant, il l'est. Cindy se leva, s'approcha et enlaça sa mère. Je ne suis pas prête à ce qu'il soit papa, murmura-t-elle. Mais peut-être qu'il peut commencer par être vrai. Ruth l'embrassa sur le front. C'est plus qu'il n'a jamais été. Dans ce petit salon, au milieu des larmes et d'un silence guérisseur, un nouveau genre de commencement voyait le jour. La frénésie médiatique qui avait commencé en ligne après la vidéo de Cindy au tribunal se déversa maintenant dans les débats télévisés, les talk-shows et les discussions politiques sur la justice et la partialité. Avec la récusation de Roland discrètement traitée, les projecteurs se tournèrent de manière inattendue vers Pauline. Une source anonyme affirma qu'elle avait influencé une mineure pour qu'elle parle publiquement, l'accusant d'avoir manipulé le discours de Cindy au tribunal pour susciter la sympathie. Ce matin-là, 2 journalistes se tenaient devant le portail de Pauline, crépitant leurs appareils photo et demandant « Madame, avez-vous coaché l'enfant pour qu'elle pleure devant le juge ?» Pauline, le tablier saupoudré de farine de la fournée du matin, se tint fermement au portail. Elle n'avait pas besoin d'être coachée, dit-elle calmement. Cet enfant a vécu plus de vérité que la plupart des adultes n'en ont survécu. Mais cela ne s'arrêta pas là. De vieux dossiers furent exhumés, des articles qu'elle avait écrits des années auparavant critiquant l'injustice judiciaire. L'insinuation était claire. Pauline était maintenant dépeinte comme une manipulatrice, pas une protectrice. Dans la salle d'audience, Roland, désormais hors de l'affaire mais observant depuis la galerie, entendit les murmures se propager sur la prétendue ingérence de Pauline. Lors d'une réunion privée plus tard dans la journée, il s'assit avec l'administrateur du tribunal pour clarifier la situation. «
Vous savez qui est cette femme? Demanda-t-il tranquillement. C'est elle qui a nourri Cindy quand Ruth ne pouvait pas se permettre de repas. Elle a accompagné Cindy à l'école sous la pluie et est restée éveillée la nuit à écrire des lettres d'appel lorsque Ruth a été arrêtée pour la première fois. Elle ne manipule personne. Elle a soutenu une famille que ce système a essayé de briser. L'administrateur fronça les sourcils. Le public voit une femme qui parle audacieusement pour l'accuser. Roland répondit, elle n'est pas audacieuse. Elle est simplement fatiguée de voir la justice n'arriver qu'une fois les dégâts causés. Pauline fut plus tard convoquée pour un interrogatoire par les enquêteurs de l'éthique du tribunal. Avez-vous fait pression sur la jeune fille pour qu'elle parle? Demandèrent-ils. Pauline, épuisée mais calme, dit non. Mais je me tenais à ses côtés quand personne d'autre ne le faisait. Si c'est un crime, alors je suis coupable depuis le jour où Ruth a été emmenée. Sa déclaration fut courte mais suffisamment puissante pour faire taire les rumeurs et restaurer son rôle de protectrice, et non de marionnettiste. Sandra, sentant que le récit lui échappait, prit les choses en main. Tard un soir, elle rencontra un blogueur à scandale connu pour transformer les rumeurs en histoires virales. « J'ai des preuves », dit-elle froidement, faisant glisser une clé USB sur la table du café. Des dossiers financiers. L'accusé reçoit des dépôts anonymes depuis des années. Qui sait d'où ils viennent? C'était une invention. Un vieux virement d'épargne que Ruth avait reçu autrefois d'une collecte de fonds communautaires, maintenant déformé et présenté comme de la corruption. Au matin, le titre explosa en ligne, Ruth Adams était-elle financée par des réseaux criminels? Le moment était stratégique, juste 2 jours avant que le nouveau juge ne rende sa décision. Cindy, voyant les nouvelles sur le téléphone de Pauline, se serra le ventre. Ils essaient d'en faire un monstre, murmura-t-elle. Ruth resta calme, mais ses épaules s'affaissèrent juste un peu plus. Melvin confronta immédiatement l'équipe des relations publiques du tribunal. C'est de la calomnie coordonnée, leur dit-il. Et ça vient de quelqu'un avec des motifs personnels. Sandra n'était pas subtile. Elle se présenta même à nouveau au tribunal, assise au 2e rang, souriant faiblement à chaque fois que Ruth était mentionnée. Cette fois, Ruth ne détourna pas le regard. Lorsque l'audience fut suspendue, elle approcha Sandra dans le couloir. « Vous pouvez continuer d'essayer de me démolir, mais vous perdez votre temps, dit-elle. Sandra pencha la tête. Toujours aussi noble. Toujours la victime. Ruth ne scia pas la victime, juste la survivante de l'obsession d'une femme pour rester pertinente dans une histoire qui ne lui appartient pas. Juste à ce moment, Roland passa devant elle, entendant la conversation. Il ne s'arrêta pas, mais sa voix était posée. « Sandra, va-t'en pendant qu'il te reste une once de dignité. » Elle cria derrière lui. « Tu crois que ça se termine avec un nouveau juge? Tu crois que je vais juste te regarder devenir un héros? » Roland se retourna une fois. « Je n'ai pas besoin d'être un héros. J'ai juste besoin d'arrêter d'être silencieux. » La dernière tentative de sabotage de Sandra s'effondra lorsque Melvin remit au tribunal un rapport complet, démystifiant chaque fausse transaction. Le nouveau juge l'accepta sans hésitation, et Sandra ne fut plus la bienvenue dans la galerie. Un mardi matin pluvieux, le nouveau juge-président, le juge Morty, arriva tôt. Il était connu pour sa discrétion et sa tolérance zéro pour les drames de salle d'audience. La première chose qu'il fit fut d'examiner la requête scellée que Roland avait soumise avant de se retirer. Il lut chaque ligne, son expression impénétrable. Le document décrivait l'histoire personnelle non divulguée entre Roland et Ruth, et plus important encore, contenait la confirmation ADN de la paternité de Roland. Après des heures de délibération interne, le juge Morty convoqua les 2 équipes juridiques pour une session d'urgence à huis clos. Compte tenu du lien nouvellement révélé entre l'ancien juge-président et l'accusé, dit-il, ce tribunal a des motifs suffisants pour réexaminer chaque soumission faite sous sa présidence. Obina cligna des yeux. « Vous voulez dire que le procès est rouvert ?» Le juge Morty hocha la tête. La défense sera désormais autorisée à présenter de nouveaux témoignages précédemment rejetés en raison du risque de partialité inconsciente. À l'extérieur de la salle d'audience, Pauline tenait la main de Cindy alors qu'elles attendaient que Ruth soit escortée à l'intérieur. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda doucement Cindy. « Ça veut dire qu'on efface l'ardoise, » répondit Pauline. « Du moins, en partie. » Quand Ruth fut ramenée dans la salle d'audience et qu'on lui annonça que le procès était rouvert, elle ne sourit pas. Elle expira, comme si elle soulevait des années d'un poids invisible. « Il me donne une autre chance, » murmura-t-elle à Obina. « Il me voit enfin. »
Obina hocha la tête, le cœur battant. Assurons-nous qu'ils n'oublient pas, alors que les journalistes remplissaient à nouveau le couloir, cette fois ils ne pointaient pas leur caméra sur Ruth enchaînée, mais sur la bannière du tribunal portant les mots « procédure régulière, égalité de traitement ». Melvin, faisant maintenant partie du panel consultatif juridique, observait depuis la galerie et murmura à Roland, assis discrètement au fond. « Tu leur as donné l'allumette. » Maintenant, ils ont allumé la flamme. Roland ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La voix de sa fille, la lettre de sa fille, et la vérité qu'il avait autrefois crainte avaient finalement commencé à faire pencher la balance vers la lumière. Pour la première fois de toute cette épreuve, Ruth ne se défendait plus seulement. Elle était entendue. Le procès nouvellement rouvert commença sous un lourd nuage d'attente, mais cette fois, l'énergie dans la salle d'audience était différente. Le juge Morty, posé mes observateurs, n'exigeait pas le silence. Il invitait à la présence. Tout le monde se pencha en avant. Ruth, bien que toujours en détention, n'arborait plus ce regard hanté. Ses épaules restaient droites, son regard direct. « Madame Adams, » commença le juge, « vous avez maintenant l'opportunité de réintroduire des témoignages ou des preuves précédemment mis de côté. Procédez. » Obina se leva lentement, ajustant sa cravate. « Votre honneur, la défense appelle Ruth Adams à la barre pour la première fois, à sa propre demande. » Un remous parcourut la salle. Ruth prit sa place, prêta serment et fit face à la galerie où Cindy et Pauline étaient assises. Elle ne sia pas, « Je n'ai pas eu la chance de me défendre correctement », commença-t-elle. « Je ne gâcherai pas celle-ci. » Sa voix était stable, mais sous chaque mot, l'émotion couvait. « Je ne suis pas une femme parfaite. J'ai eu des difficultés. J'ai pris des décisions qui étaient lourdes avant même d'être prises. Mais je n'ai pas commis de crime. J'ai ouvert ma porte à quelqu'un qui avait sauvé la vie de ma fille. Ce choix n'était pas illégal. Il était humain. » Elle marqua une pause. « Et je le referai, parce que la vie d'un enfant l'emporte sur le confort de la sécurité. » Obina hocha la tête, puis lui tendit une photo. « Pouvez-vous décrire ceci ?» Ruth prit un moment avant de parler. « C'est la nuit où Cindy a eu une crise convulsive. Marvin l'a portée hors de notre immeuble au milieu d'une panne de courant. Il n'y avait personne d'autre. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Il a disparu après, sans rien demander. Je lui devais une fière chandelle. C'est ce qui l'a ramené. Pas une conspiration. Pas un crime. Une dette que seule une mère pouvait comprendre. » Le juge Morty se pencha en avant. « Merci, Madame Adams. Nous vous entendons maintenant. » Ruth hocha lentement la tête. Cette fois, lorsqu'elle quitta la barre, l'air semblait plus léger, car la vérité, lorsqu'on lui permet enfin de respirer pleinement, apporte souvent une sorte de grâce avec elle. 2 jours après cette puissante audience, Roland se présenta sur le seuil du modeste appartement de Pauline, tenant un sac en papier neutre contenant quelques provisions et 2 livres, tous 2 des romans pour enfants. Il frappa doucement. Pauline ouvrit la porte et cligna des yeux. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-elle sèchement. Il parvint à esquisser un léger sourire. « Non, j'espère juste ne pas être indésirable. » Cindy apparut derrière elle, le regardant avec méfiance. Il s'agenouilla légèrement et lui tendit le sac. « Tu as mentionné que tu aimais les histoires. C'était mes préférés quand j'étais enfant. » Elle le regarda un instant, puis prit le sac en silence et recula. Pauline hocha la tête et s'écarta. Roland entra, regardant le salon avec une humilité tranquille. C'était petit mais chaleureux, habité. Sur l'étagère se trouvaient des croquis que Cindy avait dessinés, dont la silhouette de Ruth sous une lune. Il déglutit difficilement. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. Cindy hocha la tête. « C'est comme ça qu'elle est quand elle fredonne. Elle fredonne quand elle pense que je dors. » Ils s'assirent à table, l'atmosphère tendre mais prudente. Roland s'éclaircit la gorge. « Je ne suis pas ici pour réparer quoi que ce soit. Je ne le peux pas. Mais j'aimerais commencer à te connaître. Sans titre, sans salle d'audience. » Cindy leva les yeux. « Est-ce que ça veut dire faire comme si le passé n'était pas arrivé ?» Le visage de Roland s'assombrit. « Non, cela signifie que je le porte avec moi et que je le laisse m'apprendre à ne plus disparaître. » Pauline quitta discrètement la pièce, leur laissant de l'espace. Cindy passa sa main sur les couvertures des livres,
puis lui jeta un coup d'œil. Si tu veux être dans ma vie, il faudra te montrer plus d'une fois. Roland sourit faiblement. J'en ai l'intention. Elle hésita, puis dit, maman a dit que la porte n'avait jamais été verrouillée pour toi. Juste fermée jusqu'à ce que tu sois prêt. Les yeux de Roland s'embrouillèrent. Dis-lui. Dis-lui que je suis à la porte maintenant. Cindy ne répondit pas avec des mots. Elle lui tendit un dessin, le croquis d'un arbre avec 2 racines qui s'entrelacent sous le sol. C'est comme ça que je vois les gens qui essaient à nouveau, dit-elle. Et dans cette pièce calme, sans permission ni proclamation, le premier fil fragile de quelque chose de nouveau commença à grandir entre un père et son enfant. Le soleil brillait doucement sur le terrain de l'école de Cindy alors que les élèves se préparaient pour leur présentation de fin de trimestre. C'était une exposition de projets personnels, et Cindy s'était inscrite pour lire une nouvelle qu'elle avait écrite, intitulée « La porte qui est restée fermée jusqu'à ce qu'on frappe à nouveau ». Roland arriva tôt, vêtu d'une simple chemise et d'un pantalon, sans apparat juridique, juste un père essayant de trouver sa place. Ruth, nouvellement assignée à résidence en attendant le jugement final, était assise au 2e rang à côté de Pauline. C'était la première fois qu'ils étaient tous les 3 ensemble en dehors d'une salle d'audience. « Tu es nerveuse ?» demanda Ruth, caressant les tresses de Cindy en coulisses. Cindy sourit, plutôt excitée. « C'est ma façon d'expliquer les choses sans en dire trop. » Ruth l'embrassa sur le front. « Quoi que tu dises, sache que je suis fière, quoi qu'il arrive. » Quand ce fut son tour, Cindy monta sur scène, s'éclaircit la gorge et commença à lire. Il était une fois une porte qui était fermée. Non pas parce qu'elle était verrouillée, mais parce que derrière elle, il y avait le silence. Et le silence est plus lourd que la colère. Pendant qu'elle lisait, les regards passaient de Ruth à Roland. Un jour, la porte entendit frapper. Ce n'était pas fort, juste honnête. Et à cause de cela, la porte s'ouvrit, pas complètement, mais juste assez pour laisser passer la lumière. Sa voix ne trembla pas, parfois, les gens qui partent sont ceux qui reviennent avec de meilleures raisons. Et parfois, le pardon n'est qu'une autre forme de courage. Les applaudissements furent doux mais sincères. Quand elle descendit de scène, elle se dirigea droit vers Roland et lui prit la main. « Tu m'as entendu ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Chaque mot. Ruth, les regardant, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de la douleur. Pas de la peur. Juste de la paix. Et alors qu'ils sortaient dans la cour de l'école, tous les 3 côte à côte, pour la première fois, il ne s'agissait plus de ce qu'ils avaient perdu. Il s'agissait de ce qu'ils étaient prêts à construire ensemble. La salle d'audience était comble. Même ceux qui n'avaient suivi l'affaire que de loin en ligne s'étaient donné la peine d'assister à ce qui était devenu l'un des procès les plus suivis émotionnellement de l'histoire de l'État. Ruth, vêtue d'une simple robe bleue empruntée à Pauline, était assise le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Obina lui fit un signe de tête discret avant de s'écarter. Le juge Morty prit son siège, son visage impénétrable. Dans l'affaire de l'État contre Ruth Adams, commença-t-il, faisant une pause alors que les murmures tombaient dans un silence absolu. Ce tribunal a examiné tous les témoignages, y compris les déclarations nouvellement admises, et juge les preuves initiales insuffisantes pour soutenir une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. La main de Cindy serra celle de Pauline. Par conséquent, continua le juge, l'accusé est déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation. Un hoquet collectif résonna dans la salle d'audience avant d'éclater en applaudissements contenus. Ruth ne bougea pas. Pendant un instant, son corps ne parvint tout simplement pas à assimiler les mots. Puis, lentement, ses épaules s'affaissèrent, et sa main se porta à sa bouche, incrédule. Obina se pencha, murmurant « Tu es libre, Ruth. » C'est fini. Elle se leva, des larmes coulant, et se tourna vers la galerie. Cindy se précipita de son siège et se jeta dans les bras de sa mère. « On a gagné, maman » s'écria-t-elle. « Non » murmura Ruth en la serrant fort. « On a survécu. » Derrière eux, Roland restait assis au fond de la salle d'audience, à l'écart de l'attention mais totalement présent. Alors que la salle se vidait lentement, Ruth s'approcha de lui. « Je ne sais pas ce qui se passe maintenant » dit-elle doucement. Roland hocha la tête. « Moi non plus, mais je suis prêt à le découvrir si tu le es. » Ruth regarda Cindy, puis de nouveau lui. « Ne disparais plus. » Il hocha la tête solennellement. « Jamais. » Alors qu'il sortait de la salle d'audience, Ruth,
Cindy, et l'homme qui s'était autrefois détourné mais qui refusait maintenant de le faire, les photographes abaissèrent leurs appareils. Non pas parce qu'on le leur avait dit, mais parce qu'ils savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose de bien plus sacré qu'un gros titre. La restauration d'une famille par le feu, la grâce et la vérité. Des semaines passèrent, et tandis que la frénésie médiatique s'estompait lentement, la vie recommençait à respirer pour le foyer Adams. Ruth commença à travailler à temps partiel comme assistante juridique dans un cabinet local, son affaire ayant incité le cabinet à lui offrir le poste. Cindy retourna à l'école, plus confiante, les épaules plus hautes, les pas plus assurés. Et Roland? Il venait tous les dimanches, non pas en costume, mais en jean et mocassins, aidant à porter les courses, venant dîner, ou parfois simplement assis sur le porche à parler de livres et de musique avec Cindy. Un dimanche soir particulier, alors que le crépuscule s'installait et que les grillons commençaient leur cœur tranquille, Cindy et Roland étaient assis côte à côte sur les marches. « Tu n'as plus l'air d'un juge, dit-elle. Roland sourit. « Bien. Ça veut dire que je fais ce qu'il faut. » Elle le regarda longuement, puis demanda, « Tu étais comment à 13 ans ?» Il gloussa. « Rebelle. Maladroit. J'essayais toujours d'être plus intelligent que je ne l'étais. » Elle eut un sourire narquois. Donc, peu de choses ont changé. À l'intérieur, Ruth regardait par la fenêtre, les bras croisés, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Elle n'interrompit pas. C'était leur moment. Puis elle entendit la moustiquaire grincer et les pas de Cindy s'approcher. « Maman, dit-elle. Je peux te dire quelque chose ?» Ruth se retourna. « Bien sûr. » Cindy hésita. « Aujourd'hui, je l'ai appelé. Papa. » Le souffle de Ruth se coupa. « Et qu'as-tu ressenti ?» Cindy haussa les épaules. « Pas lourd. Pas étrange. Juste. Lumineux. » Ruth la prit dans ses bras. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Avoir un nom pour l'amour que tu mérites. » Dehors, Roland restait assis, ignorant qu'un seul mot venait de réécrire son histoire. Et quand Cindy retourna sur les marches, elle ne s'assit pas à côté de lui. Elle s'appuya contre lui. Il posa sa main sur son épaule, prudemment mais fermement. Alors que la nuit tombait sur la rue calme, les blessures du passé ne disparaissaient pas. Mais elle ne contrôlait plus l'avenir. Dans un monde où les verdicts mettent souvent fin aux histoires, celle-ci ne faisait que commencer. Voici le verset biblique. Ce verset reflète le parcours de Ruth, Cindy, et même de Roland, comment malgré le chagrin, la trahison et le silence, la proximité de Dieu apporte la restauration. Leur guérison n'est pas venue par la perfection, mais par la vérité, la grâce et la volonté d'essayer à nouveau. Morale de l'histoire, la vérité a une voix, même quand le silence l'entoure, et l'amour, même tardif, peut toujours devenir rédempteur lorsque le courage remplace le regret. Cette histoire nous apprend qu'une justice tardive n'est pas toujours une justice refusée. La voix d'un enfant, aussi petite soit-elle, peut résonner avec une force profonde. La rédemption n'arrive pas toujours avec de grands gestes. Elle vient parfois par l'honnêteté, la vulnérabilité, et le fait d'être présent quand cela compte le plus. Le passé peut nous façonner, mais il ne devrait jamais définir ce que nous sommes prêts à guérir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.